bienvenue donc, dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre de l'EDIH Green Power IT. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet IA et robotique au service de l'industrie. Et pour traiter de ce sujet, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants qui proviennent de 3 structures différentes qui sont partenaires de l'EDIH et qui pourront se présenter plus en détail par la suite. Mais avant de leur donner la parole et de rentrer dans le vif du sujet, donc je souhaitais faire une remise en contexte donc, de l'EDIH et réexpliquer de quoi il s'agit. Donc, voilà. L'EDIH, donc l'acronyme c'est European Digital Innovation Hub, ou pôle européen d'innovation numérique. Donc, ce sont des projets qui sont issus d'appels de la Commission européenne, donc via le programme Digital Europe, qui visait à donc cofinancer des actions collectives au niveau régional pour créer des guichets uniques de services à destination des PME, leur permettant d'accélérer leur transition digitale. Donc, environ 200 projets qui ont été financés à l'échelle européenne, dont 16 en France, dans différentes régions, et donc sur des thématiques et des secteurs d'intervention différents qui ont été identifiés en fonction de la physionomie du tissu économique local. Donc pour Green Power IT sur la région Hauts-de-France, les secteurs d'intervention qui ont été retenus sont la mobilité, donc tout ce qui est logistique, automobile et ferroviaire, retail, avec le supply chain, de manière plus générale l'industrie, et on s'adresse également aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, les PME et les collectivités territoriales peuvent taper à la porte de l'EDIH, ce qui leur donne accès à un ensemble de services que sont, donc il y en a 4 principaux, que sont donc Skills and Training, c'est toute la partie développement des compétences. C'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on organise le webinaire. On est aujourd'hui plus sur de la sensibilisation, mais on est en mesure également de proposer des formations plus pointues, techniques, sur mesure pour les PME selon leurs besoins. On a également une partie Test Before Invest qui permet aux PME donc d'accéder à des plateformes d'essai pour tester leurs produits avant d'investir. Une partie Support to Find Investment où là on peut orienter les PME sur les différents guichets de financement et sur les différents appels à projets régionaux, nationaux et européens sur leur thématique. Et puis toute la partie Innovation and Ecosystem Networking qui permet donc la mise en réseau au niveau local, national, européen, et d'instaurer vraiment une dynamique sur le sujet du numérique, permettant aux PME de créer des relations et puis d'avancer dans cette dynamique-là. Donc, l'EDIH Green Power IT est porté par le CITC, donc un cluster d'entreprises qui travaille sur le développement de l'innovation dans le secteur de l'IoT. Et le CITC travaille donc avec un ensemble d'autres partenaires que vous pouvez voir ici. Donc, 12 autres partenaires. Donc, comme vous pouvez voir, les profils sont assez variés. On a des clusters, des universités, des écoles d'ingénieurs, centres de recherche, chambres de commerce, etc. Donc, voilà, un panel de structures très variées qui permettent d'avoir une expertise. Les PME dans leur développement numérique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'EDIH si besoin pour obtenir un accompagnement sur le sujet du numérique. Et donc voilà, maintenant que j'ai présenté l'EDIH, je vais donner la parole à Ludovic Laus, qui est le responsable de la structure de valorisation de l'ENSA, donc AMValor, et qui va introduire le sujet IA et robotique au service de l'industrie, puis laisser la parole aux différents intervenants. Merci à tous et encore bienvenue. Merci Christine. Oui, donc je vais essayer d'introduire le sujet IA robotique. Alors on a fait ce choix de IA et robotique qui fait qu'en fait on veut adresser dans le DH les PME.
Alors un bref historique, en fait, quand on regarde le développement de la robotique au cours du temps, on voit très bien qu'à l'origine, les robots, c'était plutôt les grands groupes type automobile qui ont eu ce besoin, ont développé ces technologies de robots pour des opérations qui étaient comment dire, toujours identiques, répétables, pour améliorer la productivité et les lignes d'assemblage. Euh, au cours du temps, les fabricants de robots se sont dit, aujourd'hui, faut essayer d'adresser un nouveau marché. Donc, ils se sont posé la question de comment rendre les robots plus abordables, c'est-à-dire les sortir des systèmes type grillagé, où l'homme était éloigné du robot, c'était rapprocher l'homme et le robot. Et c'est à partir de ces constatations que la nouvelle robotique type cobotique est apparue. Donc là, depuis pas mal d'années maintenant, beaucoup de constructeurs offrent la possibilité d'avoir des robots type cobo, où la distance entre l'homme et le robot était réduite. Euh, il reste encore, et aussi les interfaces en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie classique, pour programmer un robot, ça peut être complexe. Sur les nouveaux robots, on se rend compte que les interfaces et les programmations sont beaucoup plus simplifiées. Ça, c'est aussi un axe de développement qu'ont réalisé les fabricants de robots. Euh, une des difficultés encore pour faire en sorte que la robotique se développe, c'est l'utilisation du robot, le taux de rendement synthétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, si une entreprise n'a pas une production assez conséquente où le robot a une tâche ou deux tâches ou trois tâches très, très répétitives, on a du mal en fait à implanter un robot puisque sa rentabilité va être faible. Donc en fait là l'idée c'est justement dans nos laboratoires et avec les fabricants de robots, c'est d'améliorer la programmation des robots et les rendre le plus autonomes possible. Et c'est là en fait où on peut se rendre compte que depuis que l'IA est apparue, il y a une opportunité, c'est-à-dire de venir implanter de l'IA couplé à un robot pour que le robot puisse commencer à faire ses choix et se programmer de façon automatique. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'implantation en PME et on va dire, simplifier l'utilisation du robot et augmenter son temps de charge. C'est-à-dire que le robot n'a pas obligatoirement programmé sur des choses connues, il se réadapte et va se programmer en automatique et prendre des décisions pour justement éviter la programmation complexe et euh, pouvoir augmenter son taux de charge. Donc là, dans ce cadre-là, en fait, on a plusieurs laboratoires là, qui vont présenter leurs activités où sont développés ces types de briques qui devraient normalement arriver incessamment sous peu sur le marché pour justement rendre les robots plus simples d'utilisation et surtout utilisables dans beaucoup sur beaucoup de conditions et sur beaucoup d'applications. Donc là, je vais passer la parole à Adèle Olabi, qui est à l'ENSAM, qui va présenter les activités qu'on a au niveau du laboratoire de recherche du LISPEN. Merci Ludovic. Donc bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement. Donc vous voyez mon écran déjà avant que je commence? Très bien. Donc Adel Oulami, enseignant-chercheur aux arts et métiers sur le campus de Lille. Je travaille dans le domaine de la robotique industrielle, la conception des cellules robotiques et l'amélioration de précision notamment. Et donc avec mon collègue Quentin Consigny, on va faire une présentation qui va reprendre les éléments qui ont été évoqués par mon collègue Ludovic. Avec des exemples concrets des projets, avec un niveau de maturité qui va varier. Donc là, on va commencer avec des projets avec un niveau d'architecture avancé, on va dire des solutions robotiques classiques, et après l'intégration de l'IA, qui va nous permettre justement d'avoir plus de flexibilité, donner plus d'autonomie aux robots. Et avec les autres intervenants, vous allez avoir des solutions un peu plus innovantes par rapport à la solution actuelle qu'on trouve aujourd'hui dans l'industrie. Donc, je travaille rapidement dans le laboratoire LISPEN, le laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, qui se trouve donc, comme je disais, sur le campus de Lille, des arts et métiers. Donc, on a une ligne de production qu'on appelle l'usine agile, avec, on va dire, des matériels, des robots industriels, différents types de capteurs et actionneurs contrôlés avec système, et une ligne de production modulable. Donc, les projets que je vais présenter, ils vont reprendre les notions de la robotique et c'est des exemples concrets qu'on a développés ou qu'on développe pour l'industrie. Donc, pour rappel, hein, les robots, on l'utilise historiquement pour les tâches répétitives, pénibles et dangereuses.
Et ces robots, on les maîtrise en termes de programmation, surtout quand on est sur le contexte de production en masse. Pour ça, j'ai préparé, donc j'ai sorti un des exemples qui est le désassemblage de vérins pneumatiques avec un robot qui est équipé de différents types de capteurs, des détecteurs, pardon, c'est les outils qu'on met au bout du robot pour réaliser cette opération. Donc là, on a un vérin pneumatique qui va être désassemblé dans cette cellule qui est équipé d'un robot classique, un robot 6 axes et un axe supplémentaire ici rotatif qui va permettre de travailler sur les deux côtés de vérin. Et donc, une visseuse qui va aller chercher les vis, dévisser, retirer, ensuite retirer les pièces et désassembler ces éléments. Donc, cet exemple, c'est de la robotique classique où on a une bonne connaissance de produit. Donc là, on peut avoir le modèle CAO des pièces, peut-être la séquence d'assemblage. Et donc, pour réaliser le désassemblage, on sait quelles sont les étapes à réaliser. Le robot est programmé par une méthode classique qu'on appelle par apprentissage, où on va positionner l'outil aux endroits où il faut réaliser des actions, ou on peut programmer hors ligne avec des outils informatiques et des modèles CAO. Donc, il y a pas mal de logiciels qui existent aujourd'hui. Et donc là, on est sur un scénario qui est plus adapté au contexte de production en masse où on va reproduire. Donc, on va passer du temps à concevoir la cellule pour réaliser une opération donnée, donc des assemblages de cet élément. Et on va programmer le robot pour réaliser cette opération une centaine ou des milliers de fois. Et donc, l'idée, là, on est sur une solution au niveau maturité, on va dire, très avancée. C'est la robotique classique, hein, ce qu'on sait faire depuis les années 70-80 et qui est encore une fois plus adapté à la production en série, en production de masse. Et donc, l'utilisation de robots, le robot, on l'utilise pour pas mal d'applications, notamment manutention, assemblage, désassemblage ou usinage. Et l'idée, c'est que quand on va utiliser des robots, surtout dans l'industrie, surtout dans les PME, l'idée, c'est de réduire le coût de travail, donc le coût de manœuvre, améliorer les conditions de travail. Pour ça, j'aime bien mettre cette photo que vous voyez en haut à droite. C'est pas pour la provocation, hein, c'est le contraire. On n'est pas dans le contexte de la compétition en machine, c'est plutôt on utilise le robot pour améliorer les conditions de travail, l'ergonomie des postes de travail, améliorer la qualité. Donc les robots ils ont de bonnes répétabilités. Si on a pris le bon geste, le robot il a la capacité de reproduire ces gestes. Diminution du stock et en général, si on est sur un bon taux d'utilisation, on a un retour d'investissement inférieur à 2 ans. Et j'ai cité cette référence dans robotisation mode d'emploi pour ceux qui sont intéressés. C'est un livret blanc qui est disponible sur les techniques de l'ingénieur, qui résume un peu les étapes d'un projet de robotisation que je conseille à ceux qui sont intéressés par un projet de robotisation. Donc, tout ce que j'ai dit est vrai, sauf si la machine elle est mal faite. Pour ça, je mets ça rapidement. C'est un fait qui est bien connu, qui a bien circulé sur les réseaux sociaux, où le robot il est censé préparer un sandwich de hot dog, mais finalement, il n'a pas réussi à mettre le hot dog et il ne va pas servir un sandwich, il va servir juste le hot dog au client. Donc, ce que je veux dire, la robotisation, c'est bien, mais il faut que ça soit bien fait dès la phase de l'étude jusqu'à la phase de l'intégration et qu'on soit bien accompagné par les bureaux d'études et l'intégrateur qui va mettre la machine en place. Et donc là, si on veut aller un peu plus loin, comme me disait mon collègue, là, le problème aujourd'hui, c'est la difficulté pour les PME, surtout qui n'ont pas des personnes bien formées. Donc là, pour utiliser un robot, il faut qu'on ait des compétences en robotique, en programmation, et aussi par rapport au contexte de la production unitaire, il faudrait qu'à chaque fois qu'on change de produit, qu'on change la programmation du robot, l'outil qu'on va mettre au bout du robot pour réaliser ces tâches. Et donc, il faudrait qu'on arrive à améliorer un peu plus cette flexibilité des machines. Donc, l'IA, elle peut être très intéressant ici pour améliorer la flexibilité et augmenter l'autonomie du robot. Donc, quand je dis l'IA, c'est plutôt au niveau de la vision, donc par ordinateur, avec les outils de reconnaissance et localisation, comme je vais vous montrer dans les exemples suivants. La génération, j'appelle ici séquence d'action, c'est ce qu'on a vu dans le premier exemple. Quelle tâche je dois réaliser, du coup, quel est le mouvement à réaliser, quel outil il faut actionner. Et donc, il faut donner, donc l'IA, il va permettre d'ajouter aussi, donc de permettre au robot de faire des choix d'action en fonction de besoins. Donc, je vais accélérer un peu. On travaille sur un projet là, depuis à peu près 1 an et demi de désassemblage, donc pour la recyclage des pièces.
Et donc, dans ce projet, il s'appelle SDC2, donc Smart Disassembly Cell for Circularity. On va aborder la problématique de la robotisation de désassemblage ou de recyclage en passant par le désassemblage robotisé, par la phase, ensuite par le diagnostic des composantes et ensuite le réusage ou le recyclage de ces éléments. Et donc, je prends quelques éléments rapidement. Donc, on a une cellule désassemblage équipée d'un robot avec les différents types de capteurs et effecteurs nécessaires. Donc, aujourd'hui, avec les robots collaboratifs, ce que disait mon collègue, on peut travailler avec une bonne proximité de robots. Donc là, ici, par exemple, pour dévisser les vis pour désassembler un moteur électrique, bah, on va manipuler l'outil pour dire au robot, bah, tu dois aller chercher les vis à cet endroit pour dévisser. Mais le problème de cette solution, bah, après le robot, il sera en capacité de reproduire ces mouvements. Là, à chaque fois qu'il y a une variation ou un changement de produit, bah, il va falloir refaire l'apprentissage des positions de ces vis. Et donc, l'idée, c'est de sortir de ce contexte où on va plus adapter à la production de masse à un contexte plus produit par produit, donc production unitaire, où je dois aujourd'hui travailler sur le désassemblage de vérins, demain un moteur électrique, après-demain sur autre chose, et le robot soit en capacité de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc là, vous avez deux exemples. Un premier qui permet de montrer ce qu'on sait faire aujourd'hui avec la vision par ordinateur ou l'IA. C'est par exemple ici, j'ai un ensemble de vérins complets et de pièces de vérins. Et donc, le robot, il est capable d'identifier quels sont les vérins qui sont complets. Donc, il doit désassembler. Et en même temps, la vision, elle va me permettre de dire au robot où est-ce qu'elles sont ces pièces, comment elles sont positionnées, comment elles sont orientées. Donc, ça se fait aujourd'hui avec les outils de détection automatique par IA. Et pour le problème de dévissage, là, ce que vous allez voir, bah, c'est le robot, il va se balader autour de la pièce et dès qu'il y a un vis, par cette vis, elle va être détectée. Donc, c'est la même logique. Il faut que la vis soit détectée, qu'elle soit reconnue, quel est le type de tête de vis, quelle est la taille de ce type de tête de vis, ce qui va permettre au robot ensuite d'aller chercher le bon embout pour la visseuse et quelle est la position donc, de cette vis pour pouvoir aller dévisser. Après, bah, les pièces qu'on a désassemblées, bah, il faut les déplacer, il faut les retirer. Et donc là, il y a des travaux actuels aussi grâce au modèle entraîné par l'IA où on va déterminer quelle est la meilleure prise de la pièce et peut-être quel est le meilleur gripper, donc l'outil qu'on va mettre au robot pour faire cette prise. Donc, c'est basé sur des modèles qu'on a entraînés et ensuite des connaissances qui sont ensuite transférées au robot, ce qui va permettre de réaliser la prise comme il faut, avec la position et l'orientation qu'il faut au niveau de l'outil. Donc, on a un test qui est en cours, qui a commencé il y a quelques mois sur ce sujet, qui est inspiré des travaux de Berkeley que vous voyez à gauche. Et je termine par l'aspect IA génératif qui va permettre de pousser encore plus loin l'utilisation de robots et surtout le robot collaboratif, ce que disait mon collègue. Donc, le robot collaboratif a été créé pour justement réduire la distance entre l'homme et la machine. Et grâce à l'IA générative, avec un exemple que nos collègues à l'Université de Coimbra, ils ont développé il y a très récemment. Et donc là, il y a une séquence d'assemblage, c'est un jouet, mais juste pour montrer le principe, il y a l'échange entre l'opérateur et le robot. Et donc, en fonction de l'étape, le robot il va dire à l'opérateur, il faut faire ça, et le robot, il prépare la pièce, ensuite, il va l'amener à l'opérateur. Et donc, ils font un travail collaboratif, mais encore une fois, qui est basé sur l'IA générative, qui permet à la base d'un ensemble de modèles qui ont été utilisés pour l'entraînement, à décider quelle est l'étape suivante et faire cette communication entre le robot et la machine. Et du coup, je passe la main à mon collègue Quentin, qui a préparé une présentation dans la même logique, mais sur la problématique du picking. Merci. Ouais, peut-être juste le micro, ça passe pas d'écho. C'est bon. Vous m'entendez bien? Ouais, ok, super. Bon, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter un autre cas d'utilisation de l'IA qu'on a au laboratoire. Je vais éviter de trop répéter ce qui a déjà été dit. Donc l'idée, c'est de faire de l'IA frugale. Donc c'est ce qu'on entend par IA frugale, c'est le fait d'avoir une quantité de données qui est utilisée pour l'apprentissage limitée et également une puissance de calcul limitée. Et toujours dans le cadre, dans un cas d'application qui est de la robotique, à savoir un robot manipulateur qui fait du picking. Alors c'est un projet qui s'appelle le projet GreenBot, qui est un projet franco-allemand, financé du côté français par la pays. Et donc ce qu'on entend par picking, ah, peut-être ça passe pas, mais c'est bon.
Ouais, c'est un peu la danse. Donc en fait, ce qu'on entend par picking, c'est ok. Initialement, dans un contexte industriel, quelque chose qu'on a régulièrement, c'est la manipulation d'objets. Donc c'est une tâche, on l'a vu tout à l'heure, qui a tendance à être très répétitive. Et donc la réponse qu'on apporte à ça, c'est une robotisation de, de la chose. Euh, En fait, le fait de robotiser, ça a tendance à être énergivore, mais on a aussi une limitation des capacités du robot. Typiquement, là, on voit des piles qu'on vient mettre en lot et déposer. Ces piles qui sont des carrés noirs. Si demain je change l'objet que je dois traiter, je vais devoir recommencer à faire une partie de mon développement. Donc, pour ça, ce qu'on envisage, c'est d'intégrer de l'IA dans ce genre de tâches de picking. Alors pour faire du picking, on peut avoir différents outils, des pinces, des ventouses. On a vu les deux exemples juste avant avec Adèle. Et différentes structures de robots avec des liaisons en série ou en parallèle. Nous, on a dans notre cas un robot qui ressemble à ça. Donc c'est une ventouse, petit penseur, et une suite d'axes en série. Sur notre robot, on a une caméra qui donc, permet d'apporter de la vision et qui est un petit peu particulière parce qu'elle estime en même temps la distance des pièces. Voilà. Notre robot, il a un ordinateur qui est embarqué. Donc, pour retrouver le côté IA frugal, où on veut éviter d'avoir enfin, déployer des grosses puissances de calcul, mais au contraire, pouvoir avoir quelque chose de très léger comme solution. Et nous, ce qu'on va demander au robot, c'est de prendre, donc là, c'est plutôt sur une image de droite qu'il faut regarder. C'est plutôt l'image de droite qu'il faut regarder. On a le robot qui a une table avec devant lui des pièces, il doit détecter la pièce, l'attraper, la déposer dans le bac bleu qu'on voit sur le côté. Alors, la stratégie classique, en gros, c'est positionner le robot à une position d'origine, prendre une image, détecter une ou plusieurs pièces, mais en tout cas détecter une pièce qu'on va capturer, qu'on dépose dans le bac, et on recommence, clic, on retourne à position d'origine, et voilà. Euh, le problème, c'est que donc, on a l'aspect détection de la pièce, je le disais tout à l'heure, qui nécessite un développement assez long, parce qu'en fait, c'est spécifique à la pièce. En plus de ça, on a une réactivité du robot qui est limitée parce qu'on a des calculs assez lourds. On peut traiter très peu d'images chaque seconde, enfin la fréquence de traitement d'images est assez faible. Et on a des conditions d'utilisation qui sont strictes. C'est-à-dire qu'en fait, si on a des variations de lumière, si on a du flou qui peut être amené typiquement par le mouvement, c'est des choses qui vont empêcher notre robot de fonctionner correctement. Ou alors qu'il faut inclure dans le développement, ce qui rend le développement encore plus long et plus spécifique. Donc l'idée, c'est d'apporter une solution avec l'IA qui va permettre d'avoir un développement qui est simplifié, notamment en ayant des solutions qui sont reconfigurables. Une fois que le robot a appris à apprendre justement, si demain je change mes pièces, j'ai juste à changer ma base de données, mais sur le principe, euh, le programme derrière est exactement le même. Donc ça permet d'avoir un développement un peu plus court. On a une réactivité qui est largement accrue. On passe de 3-4 images par seconde à en gros une quinzaine, ce qui permet au robot cette fois-ci de changer sa trajectoire en cours de route si jamais il y a un événement intéressant qui se produit. Et en plus de ça, au moment où on donne les images au robot pour apprendre, on peut venir changer la luminosité de ces images, les flouter un petit peu, ce qui rend le robot résilient aux variations que j'évoquais tout à l'heure de lumière ou aux apparitions de flou de mouvement. Euh, Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on passe de cette solution qu'on avait, enfin, du cycle qu'on avait tout à l'heure, à une solution dans laquelle on peut faire de l'acquisition d'images avant que le robot soit retourné à sa position d'origine. Et donc, si jamais on détecte une pièce sur le retour, décide tout de suite d'aller la capturer. Là, sur la vidéo que vous avez, bah, c'est pile l'inverse, c'est-à-dire que le robot revient systématiquement à une position d'origine. On pourrait imaginer qu'il corrige à la volée sa trajectoire. Là, c'est ce qu'on peut faire dans le projet Greenbot. Et donc, en fait, c'est des mouvements qu'on supprime, qui étaient utiles pour la tâche qu'on s'était fixée, et qui permettent, dans notre cas, d'avoir des économies d'énergie, donc de consommation électrique, d'environ 8% en moyenne. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que avec ce projet Greenbot, on montre que l'utilisation d'IA frugale en robotique, ça peut être source d'économie d'énergie, d'économie de ressources de calcul, ça c'est le premier objectif, mais que ça peut aussi accélérer le développement de nos solutions, nous faire gagner en reconfigurabilité et rendre le robot plus résilient.
Il reste le souci qui est un peu classique en IA, c'est l'effet un peu boîte noire. On n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi le robot a pris telle ou telle décision, mais ça, c'est des sujets de recherche à part entière. Voilà, je vous remercie. Merci Quentin. Euh, je vais maintenant passer la parole à Jacques de l'IMT qui va présenter un autre aspect de la robotique qui est la robotique entre guillemets mobile. En fait, là, on a eu des sujets où le robot était plus ou moins fixe et prenait, grâce à l'IA, des décisions. Il y a des cas de figure où en fait on peut embarquer un robot sur une structure mobile. Et là aussi, il faut que le robot puisse bien connaître son environnement pour prendre des décisions et s'adapter à l'environnement, que ce soit dans un déplacement dans un espace fermé, type usine ou pièce, et avec des gens qui circulent autour. Donc, c'est des développements qui ont été menés à l'IMT. Donc, Jacques, je te passe la parole. Ok, merci Ludovic. En fait, bon, ça plutôt donner un peu dans le storytelling. En fait, on va prendre l'exemple d'une collaboration donc qu'on a eu avec une startup donc qui s'appelle les Compagnons en fait en l'occurrence. Donc, on va replacer en fait un petit peu le comment dire le contexte donc dans tout ça. Puis bon, bah, préciser un peu donc justement ce qu'on a pu faire ensemble avec les Compagnons donc en l'occurrence. Alors avant toute chose, en fait, représenter un petit peu donc la structure à laquelle j'appartiens, donc l'IMT donc Nord-Europe. Donc l'IMT Nord-Europe, elle va se diviser en fait en différents donc centres d'enseignement, de recherche et d'innovation. Donc pour ma part, en fait, j'appartiens au série qui s'appelle le série donc système numérique. Donc, dans ce série système numérique, on est environ donc je dirais 90 personnes donc, il y aura environ, enfin, à l'instant T, donc 12 professeurs, donc 24, je dirais, maîtres de conférence, enfin, maîtres assistants, en fait, comme on dit chez nous, ingénieurs, techniciens. Et donc, ça nous donne, en fait, la capacité je dirais, à gérer des projets, en fait, associés à la robotique, au domaine connexe, de manière assez, donc, verticale. Donc, je dirais, donc, en passant du matériel jusqu'à la réalisation finale, en fait, en passant par l'électronique. Donc brièvement sur la courte présentation que je vais vous faire, donc on va parler un peu des activités plutôt du série SN en fait en lien avec la robotique et l'IA. Ensuite on fera donc un focus sur je dirais les compagnons en fait le projet, bon ben ce qui en est advenu actuellement et on va évoquer ben la suite en ce qui nous concerne en fait, hein, qui est issue de problématiques qu'on a jugées d'intérêt commun entre nos deux structures, donc en l'occurrence entre l'IMT Nord-Europe et les compagnons, donc qui donne lieu actuellement au dépôt d'un projet de laboratoire commun donc entre les compagnons nous-mêmes en fait, qui s'appelle donc Cobaye 4.0. Voilà. Alors au niveau du série SN, donc les activités de recherche en fait qui peuvent être mises en lien donc avec la robotique et l'IA. Donc elles peuvent se répartir donc suivant donc trois groupes qui chacun peuvent adresser un domaine différent de la robotique et de l'IA. Donc d'une part en fait on a le groupe HIDE donc qui va traiter de l'interaction et de la décision. On va parler plutôt en fait de l'interaction donc avec je dirais l'environnement potentiellement en fait l'environnement du robot au travers donc de capteurs donc de vision et de choses comme ça et aussi donc de l'interaction avec l'humain donc au travers essentiellement des activités qui vont être liées à la reconnaissance de gestes, reconnaissance d'activités et après donc pour partie aussi la reconnaissance d'émotions. Donc là c'est pour la partie donc collaboration humain-robot. Ensuite, on a une partie qui va traiter plutôt des aspects donc architecture, communication, donc système embarqué. Donc là, c'est le groupe en fait qui s'appelle ARTS, donc qui permet donc d'adresser ces différents éléments. Ensuite, un autre groupe qui lui va plutôt traiter de la partie donc modélisation des systèmes, donc dans une optique en fait de contrôle et d'optimisation. Donc lui s'appelle donc en l'occurrence donc MacLeod. Donc voilà, c'est en fait la manière dont les permanents et les non permanents donc du série SN sont répartis en termes d'activité de recherche. Donc en ce qui va concerner les moyens qui sont mis en fait à disposition, hein, bon c'est un peu semblable à ce qu'on a pu présenter par Adèle et Quentin. Donc on a donc des plateformes qui vont nous permettre donc d'étudier et faire aussi en fait de la formation au niveau de la robotique mobile, donc comme ça a pu être évoqué.
Donc là, il y a un petit exemple en fait sur une salle qui nous sert donc à former nos étudiants et donc certains professionnels en fait à la partie donc robotique mobile. On dispose en fait d'un ensemble de flottes de robots mobiles qui vont pouvoir communiquer donc entre eux, donc et acquérir aussi donc des données par rapport à leur environnement. Donc on a des plateformes assez variées, hein. Ça va en fait des petits robots type Turtlebot, donc à des plateformes, je dirais plus évoluées, donc celles qu'on voit en fait en tant que plateforme mobile légère, donc qui va se distinguer par la présence de capteurs assez variés, hein, donc comme on trouve assez fréquemment sur un robot mobile. On va trouver donc du lidar, donc qui va renseigner précisément sur la distance de l'obstacle. On va trouver donc des caméras, donc je dirais monoculaires, donc classiques. On va trouver aussi donc des capteurs un peu plus basiques mais assez fréquents, donc qui sont des capteurs à ultrasons. Et comme l'évoquait aussi donc Quentin, donc on utilise aussi donc des caméras particulières qui sont des caméras de profondeur qui vont renseigner aussi donc en plus de l'image sur l'aspect 3D de l'environnement du robot. Donc une des problématiques au niveau de l'IA et de la robotique justement, c'est de réussir à concerter donc toutes ces informations, donc à faire ce qu'on appelle de la fusion de données pour aboutir donc à des modèles donc cohérents donc par rapport en fait à toutes ces données donc disponibles. Donc les recherches qui ont été adressées donc de ce point de vue-là, donc par rapport à l'équipe, ça a touché principalement la coordination multi-robots. Donc comment faire en sorte que les robots donc soient capables donc de coordonner leurs efforts pour remplir une tâche donnée. Donc essentiellement, ça peut être une tâche de reconnaissance de cartographie. Donc, il y a aussi des développements qui sont faits dans la manière en fait de programmer ces robots pour que leur déploiement justement soit relativement donc aisé. Alors en termes de réalisation, il y a une petite vidéo sur un lien. J'espère que ça aura une bonne idée de fonctionner. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui. Ok. Sur YouTube. Allez, acceptons tout. Donc là, c'est un exemple en fait de localisation en fait d'un robot qui repose sur une approche qu'on appelle donc le SLAM. En fait, SLAM, c'est Safe Localization and Mapping, c'est-à-dire que le robot en fait doit effectuer conjointement donc deux choses. Donc ça va être d'acquérir donc des données par rapport à, donc à son environnement, donc par rapport à la vision, au lidar en fait, ce qu'on a pu donner et en même temps construire une carte. Donc, sachant que ces deux activités sont liées, en fait, la carte permet de se localiser et d'autre part, en fait, c'est la localisation qui permet en fait de construire la carte. Donc, bon, c'est une approche qui est donc assez indispensable en fait au niveau de la robotique parce qu'on va pas toujours disposer donc de la cartographie des lieux qui va permettre au robot en fait de se déplacer, de se localiser. Donc le fait de pouvoir faire cette chose-là, donc de manière en fait complètement dynamique, justement, ça permet donc de déployer des robots comme cela, donc dans des plus facilement, donc dans les environnements en fait type industriel en fait en l'occurrence. Donc, voilà un petit exemple de réalisation. Donc pour la suite, en fait, on travaille aussi sur des aspects donc de robotique entre guillemets, je dirais industrielle, donc collaborative. Donc là aussi, on a une plateforme à disposition. Donc ce que vous voyez là, en fait, bon, c'est des ensembles de robots dont on dispose. En fait, bon, je crois que les collègues en ont quelques-uns identiques. Donc on va retrouver donc des choses un peu classiques avec un robot en fait type KUKA, donc 6 axes classiques. Des robots donc collaboratifs et redondants. On a un robot KUKA 7 axes, donc lui aussi en fait qui est collaboratif. On va retrouver après des choses plus classiques, des robots VR5 et le robot Yumi, en fait, qui est intéressant. En fait, c'est un robot qui est à la fois donc collaboratif et donc redondant. En fait, on a deux bras en fait dotés de cet axe, qui permet effectivement d'aborder donc des tâches en fait de préhension complexe et d'assemblage. Alors, ce qu'on peut voir aussi donc sur l'espace de travail, c'est pas mal donc de petits objets de couleur. Donc nous, on utilise en fait justement pour la partie modélisation de l'environnement immédiat du robot la partie, je dirais, un petit peu une interaction naturelle, en fait, avec des objets qui sont reconnus et localisés. Et bon, effectivement, c'est pas le cœur, en fait, de ce qu'on propose, hein, c'est plutôt sur la partie, donc, robotique mobile qu'on va insister. On a évoqué, donc, aussi la partie, IA. Alors, il y a un problème qui peut se poser, en fait, au niveau de l'IA, c'est que on peut imaginer qu'on est amené à développer des solutions qui sont parfois un petit peu lourdes
Donc les questions qu'on se pose aussi nous, en fait, c'est une notion donc d'IA embarquable. Dire en fait, étant donné donc un algorithme plutôt orienté apprentissage profond, comme c'est plutôt en fait si c'est maintenant. Donc comment faire en sorte qu'il puisse être donc embarqué donc dans des cibles, je dirais robustes et bon pas trop chères, donc qui vont après donc donner des temps de réponse malgré tout en fait satisfaisants. Donc on s'intéresse aussi en fait à toute cette chaîne de développement qui permet de passer donc de la conception d'une IA via un réseau profond donc à son implémentation sur les petites cibles potentielles en fait en bas de l'écran, donc de manière efficace. Donc sachant que là, ça passe aussi par la mise au point en fait d'ensemble d'apprentissage, de données, etc. Alors pour focaliser maintenant sur les compagnons, donc c'est une collaboration donc avec un compagnon qu'on a démarré en 2015. Donc bon, on avait rencontré le créateur Antoine Renuit, on avait participé ainsi que d'autres établissements donc à son accompagnement donc lors du lancement. Donc historiquement, on avait travaillé nous sur la partie plutôt donc bas niveau donc de la plateforme en fait au niveau donc contrôle commande. Alors l'objectif en fait des compagnons, donc c'est de mettre en point en fait un robot qui va être un robot peintre en bâtiment, en l'occurrence. Alors je pense que plutôt qu'un long discours, donc on va pouvoir montrer donc enfin je pense que directement la vidéo sur le site en fait des compagnons. Hop, je pense qu'elle est plutôt bien faite. On y va. Donc on va justement voir le fameux robot en fait en opération. Hop. Voilà. Là, on arrive directement dans le concret. Donc là, Antoine présente en fait le robot en opération, donc en démonstration. Donc ça, c'est le robot en fait Paco. Donc c'est une plateforme mobile donc qui est surmontée par un robot donc collaboratif donc type UR5. Donc le boulot du robot en fait, c'est de faire le second œuvre en bâtiment. Donc en s'occupant des tâches justement cette fois-ci un peu répétitives, donc comme les peintures en fait des grands aplats, donc les murs et les plafonds, etc. Sachant que le peintre lui a en charge de réaliser des opérations à haute valeur ajoutée. Donc tout ce qui va être un petit peu les choses compliquées, les moulures, donc tout ce qui est en fait les angles. Donc le peintre a lui aussi en fait pour mission en fait de programmer donc le robot. Donc il faut aboutir à une solution en fait qui soit simple, hein, donc pour définir donc les couleurs à mettre, donc les emplacements en fait à privilégier, donc etc. Donc ça nécessite justement que la solution développée en fait elle soit simple, abordable et facile à mettre en œuvre. Donc au niveau de du déroulé en fait ça commence par un scan 3D en fait de la pièce donc à réaliser. Et ensuite comme on voit sur le petit pupitre donc l'opérateur n'a plus qu'à définir donc les zones à mettre en peinture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça met en œuvre en fait justement les compétences qui ont été développées donc par les compagnons d'une part et par nous-mêmes d'autre part en ce qui concerne la localisation, donc la navigation donc du robot, parce qu'en fait le robot n'a pas de référence fixe, il va être capable en fait malgré tout de peindre précisément les différents secteurs, avec une précision de l'ordre en fait ici donc du centimètre. Donc c'était quelque chose qui était en fait un beau challenge et on voit qu'on aboutit maintenant à un produit en fait qui est commercialisable. Donc on aboutit en fait en collaboration avec les compagnons en fait à un TRL qui est donc vraiment élevé par rapport à tout ça. Hop. Donc, suite à cette collaboration, donc on a pu mettre en évidence des problématiques qui étaient d'intérêt donc commun pour nous. En fait, bon déjà les objectifs de la robotique collaborative, donc c'est effectivement dans la partie donc flexibilité, donc avoir un outil flexible en fait, donc qui soit facile à mettre en place et agile. Donc du point de vue en fait du peintre, donc il y a une diminution de la pénibilité au sens où ça valorise aussi un peu, ça rend le métier donc plus technique et ça lui permet de se focaliser donc sur les aspects donc plus, je dirais plus métier. Et ça correspond aussi donc comme indiqué à une focalisation sur l'expertise en fait du métier de peintre. Donc de là en fait on a donc défini donc une problématique qui était commune en fait donc dans le cadre du laboratoire commun que j'évoquais. Donc c'est tout ce qui va toucher en fait l'intégration du contexte opératoire donc du robot. Donc c'est être capable en fait pour le robot de comprendre un peu la configuration de l'espace de travail, donc à la fois dans ses formes et à la fois dans ce qui est possible de faire dans l'espace de travail, un peu un aspect un peu sémantique.
C'est aussi la capacité à être capable donc de localiser les différents intervenants donc dans l'espace de travail, que ce soit en fait d'autres robots, donc que ce soit en fait les humains. Ça doit être aussi donc la capacité à percevoir ce que l'autre fait, donc, toujours dans une optique en fait de la collaboration, donc et qui nécessite la reconnaissance des actions en cours, en l'occurrence. Donc, ce qu'on va plutôt adresser, donc nous, en fait, ce sera sur les parties plus fondamentales de la robotique mobile. Donc, ça va toucher ce qu'on appelle la planification des chemins. Donc, le robot doit être capable de trouver donc le meilleur chemin possible, en fait, pour atteindre donc une position en fait donnée. Donc, ce chemin étant donné, il faut générer derrière en fait une trajectoire qui sera donc exécutable, donc par rapport à ses possibilités donc de déplacement. Et on doit aussi intégrer des modules associés en fait à l'évitement d'obstacles, parce que bien qu'on ait pu tout planifier, il peut être possible qu'on rencontre des obstacles imprévus lors en fait du déplacement, donc il faut être capable en fait de les éviter et si nécessaire en fait de replanifier donc le chemin initial. Et tout ça en fait ça s'appuie sur une localisation du robot dans son environnement qui doit être précise. Donc là on retombe en fait sur les problématiques de Tislam qu'on évoquait précédemment. Voilà, donc très brièvement en fait notre contribution par rapport en fait à l'aspect donc robotique mobile. Donc bon, les contacts sont là, donc moi-même et donc Antoine via hello@lescompagnons.com. Et donc n'hésitez pas. J'ai passé donc Merci Jacques. voilà. Merci Jacques. Là, donc on va passer au dernier intervenant, donc Christian, qui va présenter un autre aspect en fait on va dire de l'IA, de l'intelligence, mais plutôt de l'intelligence incarnée, c'est-à-dire comment on peut utiliser bah, l'intelligence pour construire de nouveaux types de robots. Parce que là, on a montré beaucoup de robots type classique, donc articulés, enfin, mobile ou autre. Et là, en fait, l'INRIA, il développe de nouveaux types de robots qui sont inspirés, bio-inspirés, on va dire, et qui utilisent l'intelligence incarnée pour réaliser ce nouveau type de robots qui vont aussi bientôt arriver sur le marché. Je te passe la parole, Christian. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Voilà, merci de l'invitation. Donc oui, voilà, je vais vous présenter quelque chose un peu plus, on va dire, pour le futur, quoi. Ça, c'est ce qui a été présenté. Je pense que c'est vraiment, ça montre les avancées en robotique de ces dernières années. Et nous, on va peut-être un peu se projeter un peu plus dans l'avenir avec un nouveau type de robot, effectivement. Donc l'idée, ça vient un peu du fait que c'est assez étonnant, bah, justement, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Comment en fait l'évolution de la robotique a gagné notamment avec bah, l'évolution des capacités de calcul, avec l'évolution des capteurs. On a fait vraiment beaucoup d'avancées aussi sur la partie contrôle. Mais par contre, étonnamment, il y a eu finalement peu d'avancées sur l'architecture même des robots. On reste sur des architectures assez classiques, même sur les cobots, on retrouve toujours ces principes de structure rigide articulée. Or, ces structures rigides articulées ne sont pas forcément les plus adaptées bah, pour travailler à proximité des humains, même si en mettant des capteurs, on peut se protéger. C'est quand même pas l'architecture la plus sécurisée. On peut se pincer notamment les doigts dans les articulations. Pour des utilisations comme la chirurgie ou qui sont de plus en plus communes en robotique, ben, voilà, on sent bien qu'un robot rigide articulé, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. C'est pas forcément aussi bien adapté à la manipulation d'objets fragiles. Et puis, cette conception mécanique, c'est pas forcément non plus la plus durable. Donc, on essaye de réfléchir à une nouvelle robotique plus adaptée à cette fragilité et comment on pourrait construire une robotique adaptée à la fragilité. Et donc, pour ça, on peut se tourner effectivement vers la nature. Et notamment, alors, je commence par cet exemple de la trompe de l'éléphant, parce que c'est un très bon exemple d'à la fois une structure qui est capable de faire des mouvements assez précis, notamment de saisie d'objets et de manipulation, mais en même temps, bah voilà, d'avoir des mouvements dynamiques, donc à proximité d'humains et sans évidemment qu'on voit de danger. Pourtant, voilà, on a des mouvements très dynamiques et pourtant, on se dit pas que, voilà, quand on voit cette scène, on se dit pas que l'enfant craint quelque chose. Et en même temps, c'est aussi une structure qui a énormément de capteurs, donc qui est capable, donc par exemple là, l'éléphant ne voit pas la nourriture, mais grâce à des capteurs qui sont placés sur la trompe, il est capable de sentir son environnement. Donc, est-ce qu'on serait capable de construire de tels robots? Voilà, c'est ça le. Et donc,
Il y a pas mal de gens qui ont regardé ça. Et donc, il y a notamment, alors j'ai pas tout mis, hein, je vais mettre que deux exemples, mais il y a notamment Festo qui a développé des robots en fait, donc, qui sont souples, qui sont imprimés en 3D avec des matériaux souples. Donc, Festo, c'est une entreprise qui fait des, euh, enfin, comment dire, du matériel du matériel pneumatique. Donc là, vous voyez, c'est des espèces comment dire, de cavités qui se gonflent et se dégonflent, qui permettent de manipuler le robot. Puis là, c'est un autre exemple plus récent à l'EPFL où ils sont aussi inspirés de la trompe d'éléphant donc, avec cet aspect saisie d'objets dans la trompe. Comme autre modèle animal, il y a aussi évidemment tout ce qui est robotique sous-marine. Et donc là, évidemment, on peut s'inspirer du poisson, qui a effectivement une structure très compliante. Et donc, il y a pas mal d'équipes qui se sont intéressées à ça en faisant des robots. Là, on retrouve soit des robots un peu anguilles qui ont une structure quand même rigide, articulée, mais qui ont une certaine souplesse, on va dire, structurelle. Ou alors, complète des robots vraiment faits en matériaux élastiques, comme du silicone. En fait, ce qu'il y a de plus intéressant sur cette vidéo que je vous ai montré là, c'est que là, en fait, le poisson que vous voyez nager, en fait, il est mort. Ils ont juste injecté du produit pour qu'il n'ait pas de rigidité cadavérique, mais le poisson est mort. Ça veut dire que dans un flot turbulent qui lui arrive de face, le robot naturellement va se mettre à onduler et cette ondulation va créer une force de propulsion. Et donc, ça veut dire que sans avoir besoin d'aucun contrôle, le corps du poisson a été, à fur et à mesure de l'évolution, a fait que naturellement, sans aucun contrôle actif, il est capable de nager. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tous les mouvements qu'il va vraiment contrôler, ça va être juste des mouvements d'écart par rapport à sa nage naturelle. Et il y a cette idée que euh, cette souplesse est parfaite en fait pour l'environnement dans lequel il interagit. Et il y a cette idée de pouvoir en fait déléguer une partie du contrôle de l'intelligence entre guillemets dans la structure mécanique. euh, et on aimerait bien répliquer ça aussi en robotique souple, c'est-à-dire que à partir des problématiques de l'environnement, construire des systèmes mécaniques où il y a une partie de l'interaction qui est prise en compte directement dans le système mécanique. Et donc, on peut observer, enfin, ce qui est assez marquant dans la nature, c'est qu'on sait que donc, la nature évolue et donc là, je vais vous montrer une vidéo qui est en fait une vidéo d'un papillon, mais on dirait un colibri. Et donc, ça montre, ce qui se passe, c'est que ce papillon, qui est donc un insecte qui vient donc, d'une famille très très éloignée du colibri, euh, il a évolué avec les mêmes contraintes environnementales. Il devait se nourrir de nectar, donc être capable de faire du vol stationnaire. Il a développé cette capacité à aller chercher le nectar dans les plantes. Et on se retrouve avec cette idée que euh, voilà, dans des contraintes enfin, avec les contraintes données de l'environnement, il y a une optimisation de la structure mécanique qui peut être développée. Donc, il y a des gens qui ont essayé de reproduire ça en robotique. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'application d'un algo évolutionnaire sur une espèce de famille de faux robots. Donc là, le principe, c'est que c'est un cube avec des voxels. Certains voxels peuvent se contracter, certains voxels sont juste des supports souples, certains voxels peuvent s'étendre. Et c'est un peu comme des muscles, hein, le rouge et le vert. Et puis le bleu foncé, c'est juste des tissus plus raides. Et l'idée, c'est on contraint je sais pas ce qu'on peut appeler ça, ce cube, à avancer le plus vite possible. C'est ça, ça reward. Et on voit que des algos évolutionnaires font évoluer la forme du robot et qu'il y a une forme d'optimisation de la forme mécanique qui supporte cette idée d'optimiser euh, la vitesse. Et donc, on arrive même à des mouvements qui paraissent finalement assez naturels. Par exemple, ce mouvement-là, on le retrouve un petit peu dans la nature. Donc, il y a cette idée de faire supporter, notamment en utilisant la souplesse euh, de- de- du robot, euh, adapter vraiment la forme du robot à sa tâche, à son environnement,
Voilà. Et donc, ça nous amène à une robotique qui n'est plus rigide articulée, qui est une robotique souple, avec des nouveaux challenges qui sont que la modélisation, la prise en compte des interactions et le contrôle sont très différentes. Notamment, il y a un point qui est assez marquant, je ne vais pas me concentrer sur tous les points, mais l'interaction entre un robot rigide et son environnement, généralement, on l'évite le plus possible. On va faire de l'évitement d'obstacles, notamment. Là, il y a cette idée que bah non, c'est des robots qui vont venir en contact avec l'environnement, qui vont venir en interaction avec leur environnement. Et donc, on va s'appuyer sur l'environnement pour obtenir un mouvement désiré. Et donc là, je vais vous montrer juste 3 petits résultats de l'équipe rapidement sur ce robot Trompe. C'est un robot qui est actionné avec 8 câbles. Et donc, c'est une structure vraiment souple en silicone. Et là, donc, le premier résultat qu'on a eu dans l'équipe, c'est d'être capable de piloter ce robot. C'est-à-dire que là, l'utilisateur définit la position de l'extrémité du robot et on est capable de reproduire ce mouvement sur un robot réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cinématique inverse. On a étendu cette cinématique à des problématiques de contact. Ça, c'est un point important. Comme je viens de vous le dire, l'idée, c'est que ces robots viennent en contact avec leur environnement. Donc là, la trompe, on lui demandait juste d'aller d'un point à l'autre, d'un point à l'autre. Et on a ajouté un degré de liberté qui est une translation de sa base. Et on voit que le robot est capable d'adapter sa stratégie en fonction des mouvements d'un obstacle qu'on est capable de traquer. Et le robot s'appuie sur ces obstacles. Il ne vient pas les éviter. On s'appuie dessus. Et on peut utiliser les obstacles même comme un support au mouvement. Voilà. Et puis, troisième résultat, c'est d'être capable de faire ce qu'on appelle de la boucle fermée. On vient mettre un capteur au bout du robot. Alors, comme c'est des structures souples, elles ont tendance un peu à vibrer, mais grâce à des algorithmes de contrôle, on peut réussir à casser ces vibrations et avoir un contrôle plus efficace. Voilà, donc pour terminer cet exposé, c'est un exposé vraiment très rapide. Je voulais terminer par un exemple plus personnel parce qu'on est en train de développer une entreprise qui s'appelle Compliance Robotics. Et on a un concept de pick and place qui s'appuie sur quelque chose qu'on peut observer dans la nature. Il y a des animaux qui avalent leur proie en les avalant complètement. Le serpent fait ça, mais là, vous voyez une sangsue qui est en train d'avaler un ver de terre. Et donc, ça nous a inspiré. Peut-être que ça vous dégoûte, mais moi, ça nous a inspiré. Et donc, en fait, aujourd'hui, bah, vous avez vu avec la présentation de Quentin, il y a beaucoup de tâches qui sont des tâches de pick and place. Donc, on va prendre, je vais vous arrêter la vidéo, parce que ça va vous perturber, des tâches où en fait, le robot fait comme si l'humain faisait le geste. C'est-à-dire, on va manipuler les objets comme si on faisait le geste nous-mêmes. Donc, le bras, déjà, il ressemble beaucoup au bras humain. Mais parfois, c'est des robots parallèles. Et donc là, c'est le mouvement qui imite le mouvement du robot parallèle, va faire comme on l'aurait fait en tant qu'humain. Alors que nous, notre approche, c'est plutôt de dire, ben, comme on a un robot qui a plus d'articulation, on peut mettre un convoyeur dans le robot. Et l'idée, c'est que le robot ne fait plus qu'avaler les objets à une entrée et les déposer sur le convoyeur, par exemple à la sortie. Et donc, on est en train de développer notamment un robot vraiment creux, donc un espèce de bras de robot complètement creux, un peu comme la trompe d'éléphant aussi, pour pouvoir passer des objets ou des choses à l'intérieur du robot. Et puis, donc ça, c'est plutôt un projet recherche. Et au niveau de ce qu'on est, voilà, de notre actualité, on a aussi sorti un bras. Oula, la vidéo se lance pas, je ne sais pas pourquoi, dommage. Bon, désolé. Du coup, on a un petit robot voilà, pour le monde académique qui ressemble plus à un robot cette fois-ci parallèle, mais qui est aussi, lui, complètement souple, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'articulation pour reproduire le mouvement parallèle. Et pourtant, on arrive quand même à faire un effet de pince. Donc là, c'est plutôt un robot qui est à visée académique, c'est pour faire des TP dans les écoles d'ingénieurs et les centres de recherche pour apprendre en fait comment on fait pour modéliser un robot de robotique déformable, comment on fait pour le contrôler. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, j'ai vu là dans le chat, bravo, donc David Ferrand qui nous dit bravo à Christian pour le Grand Prix iLab. Donc, félicitations. Et merci pour cette présentation. Merci à tous. Ça donne un beau panorama des activités académiques qui peuvent être menées sur la thématique IA et robotique, mais aussi des débouchés pour le monde industriel.
Donc, encore merci. On a 1 minute pour quelques questions. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat, on pourra y répondre. Et en attendant, 2 petites informations. Donc, liées à cette thématique également, l'EDIH va organiser une visite de démonstrateur. Donc là, c'est Ludovic qui a les informations. Oui, donc c'est le 3 octobre de 17 à 18h30. On accueille des PME au niveau de l'ENSAM, Arts et Métiers, 8 boulevard Louis XIV. On présentera voilà, les démonstrateurs qu'Adèle a un peu présentés et puis aussi l'ensemble de la plateforme Usine Agile où on a notre ligne en U, l'association de robots et de la ligne en U avec voilà, de l'humain, de la robotique. Donc, et c'est essentiellement normalement tourné vers les économies d'énergie. Parce que voilà, ce que Quentin a présenté sur comment optimiser les trajectoires robots pour gagner en consommation d'énergie et en temps de cycle. Et on couple ça aussi avec nous au niveau de l'école, on a fait beaucoup de monitoring des consommations d'énergie, c'est-à-dire comment monitorer en fait une entreprise pour savoir où sont les postes dépenses énergétiques pour justement avoir des leviers et les diminuer. Donc avec type smart grid, association de photovoltaïque, voilà, les technologies qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de voilà d'être moins énergivore et aussi d'optimiser sa consommation et de ramener de la de la production locale. Très bien. Merci Ludovic. La deuxième information, c'était sur le prochain webinaire. Donc, il y en aura tous les mois, les 3e jeudis de chaque mois. Le prochain aura lieu le 17 octobre sur la thématique IA et cybersécurité. Voilà. Donc, on communiquera l'information. Donc, n'hésitez pas à participer ou à diffuser l'information. Et en attendant, je ne vois pas de questions dans le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole, il reste 3 secondes. Personne. Donc n'hésitez pas, vous avez notre contact, à vous rapprocher de l'EDIH si besoin voilà, d'avoir plus d'informations ou d'échanger avec les intervenants, les experts. Merci encore à tous pour vos interventions et pour votre participation à ce webinaire. À bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci.